Vous venez de mentionner les hallucinations et je me demandais, vu qu'on vous avez dit que l'on ne va pas nier la réalité psychique du patient, est-ce que l'hallucination va se différencier de sa perception ou est-ce qu'on va considérer sa perception comme l'hallucination? Je me demandais qu'est-ce qu'on entend par hallucination et comment est-ce qu'on va le différencier de lui, sa perception normale? Oui, alors l'hallucination, pour le coup, moi, ça j'ai donc mon collègue Guy Jimenez, qui est avec moi dans le master PPHIG et qui travaille également sur les mêmes axes de recherche que moi, a beaucoup travaillé sur cette question. Il a même écrit un livre là-dessus et en fait, il a cette phrase très jolie qui dit que l'hallucination, est une perception sans objet à percevoir. Donc ça veut dire que l'appareil perceptif est complètement mobilisé dans l'hallucination, est complètement au travail et perçoit bien quelque chose. Mais ce quelque chose n'existe, pas physiquement. En tout cas, pas matériellement, n'a pas de consistance matérielle, qui puisse être partageable avec son environnement extérieur. Et en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que ces objets, ces perceptions, sans objet à percevoir, en fait, sont issues de 2 mécanismes qui sont le déni et le rejet, qui sont 2 mécanismes spécifiques, mécanismes psychiques, j'entends, qui portent sur un événement traumatique que le sujet aurait eu, et où, hem, cette, enfin, cet événement traumatique et la perception que l'individu aurait pu avoir de cet événement traumatique vont être rejetés. C'est-à-dire que c'est pas refoulé, comme dans les névroses, dans le sens où ça, c'est carrément mis à l'extérieur. À l'extérieur de l'individu, c'est rejeté. Il y a un trou dans le champ perceptif et donc ce matériel psychique-là va être utilisé pour construire des scénarios hallucinatoires qui vont revenir, du coup, sous forme d'hallucinations. Que ce soit des hallucinations kinesthésiques, donc c'est-à-dire qui ont attrait, hem et qui ont attrait au corporel, des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives, et cetera. Freud parlait du rêve comme la voie royale, d'accès à l'inconscient. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer, l'hallucination comme la voie royale pour la compréhension de la psychose? Puisqu'on a vu que du coup c'était lié à son mécanisme de déni et de rejet de la réalité qui faisait, «retour» entre guillemets. Et donc oui, voilà, comment est-ce qu'on peut se servir de l'hallucination pour essayer d'aller comprendre, les origines peut-être de la psychose, chez le patient? Alors, bah, déjà, il y a pas que l'hallucination, il y a les formations délirantes aussi. Et comment est-ce qu'on différencie les 2? Parce que j'ai pas vraiment d'idée, de ce qu'est une formation délirante. Le délire, c'est une reconstruction de la réalité. C'est-à-dire que, à un moment donné, le sujet se coupe de la réalité. Il dit: «OK, je me reconstruis ma propre réalité». Bien évidemment, il se le dit pas comme ça, mais c'est un peu l'idée, et donc il se reconstruit son environnement, dans lequel il va pouvoir, autosatisfaire un certain nombre de besoins. Donc c'est ce qu'on appelle, on appelle une espèce de boucle auto-érogène, c'est-à-dire qu'en fait, il est pour le dire vraiment très vulgairement, dans une espèce de bulle hermétique où il se reconstruit sa réalité et où il n'y a pas de frustration et où il va, pouvoir, satisfaire ses besoins, ses désirs, ses pulsions, à partir de scénarios qu'il va créer lui-même. Ces délires, ils peuvent être de plein de natures différentes, c'est-à-dire que ça peut être, des délires, qui sont structurés, des délires plus ou moins structurés, donc on appelle des délires en secteur, des délires en réseau. Ça peut être avec des thématiques extrêmement différentes, interprétatifs, d'influence et cetera. Bon, et donc qui sont vraiment des constructions psychiques. Enfin, vous me direz, l'hallucination est également une construction psychique. Pour autant, l'hallucination a ceci de particulier qu'elle vient mobiliser l'appareil perceptif. Ce n'est pas le cas de la construction délirante. La construction délirante, la plupart du temps, ce sont des idées. Pour autant, l'hallucination, il y a des perceptions. L'individu entend, l'individu voit, l'individu sent quelque chose. Alors parfois, il est capable de dire si ça vient de l'intérieur de lui ou de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les hallucinations endogènes et les hallucinations exogènes. Mais l'appareil perceptif est mobilisé. Et en fait, très souvent, les hallucinations contribuent à la construction du délire et viennent nourrir
le délire. Et vous pouvez très bien avoir des formations délirantes sans éléments hallucinatoires et à contrario, des hallucinations qui ne sont pas corrélées à des éléments délirants. Donc ça, c'était pour faire quand même ce distinguo parce que c'est souvent lié, mais parfois ça peut être disjoint. Donc il y a pas que l'hallucination, il y a aussi les formations délirantes. Et comme je le disais tout à l'heure pour penser, la façon dont on pense la construction de l'hallucination, mais qui est aussi le cas dans les éléments délirants, c'est qu'on voit bien qu'en fait, le matériel utilisé par le sujet dans les constructions de ces hallucinations sont issus des événements traumatiques qu'il a traversés. Donc en ce sens, ça permet d'avoir accès à sa réalité psychique et à ce qui s'est passé avant et qui peuvent permettre de donner en partie du sens sur la façon dont il organise et perçoit son environnement intérieur et son environnement extérieur. Et du coup, comment se construit une hallucination ou même, du coup, la formation délirante? Est-ce qu'il y a des mécanismes précis en jeu, un petit peu comme il y avait les mécanismes derrière la construction du rêve? Et est-ce qu'il y a différentes formes d'hallucinations? Puisque vous avez dit qu'il y avait les hallucinations déjà endogènes et exogènes, mais est-ce qu'après, ça se différencie encore plus précisément en fonction des thématiques ou de je ne sais pas quelle catégorie? Oui, oui, bien sûr. Ben, du coup, comme je le disais tout à l'heure, les mécanismes psychiques spécifiquement en jeu dans l'hallucination, c'est le déni et le rejet. Le rejet porte sur la perception que le sujet aurait pu avoir d'un événement traumatique. Le déni porte sur le ressenti qu'a eu l'individu au regard de cet événement traumatique. Donc en fait, il y a une différence de traitement entre, l'affect et la représentation, qui vont être disjoints. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous faites renverser par une voiture, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment. Mais vous vous en sortez très bien, vous êtes vivant, tout va bien. Donc vous vous êtes fait renverser par une voiture, mais bon, c'était quand même un peu violent, quoi. Au moment et puis il se trouve que, vous vous êtes fait renverser, vous allez à l'hôpital, ça va, il y a pas de problème, vous, vous sortez de l'hôpital, vous êtes quand même un peu sonné et puis 2 jours après, vous vous rendez compte que vous avez une odeur de brûlé dans le nez. Vous comprenez pas d'où ça vient, vous cherchez dans votre appart, rien qui brûle, c'est trop bizarre, vous comprenez pas. Vous comprenez pas ce qui se passe. Ça dure, puis c'est persistant. Vous êtes chez vous, vous êtes à la fac, vous êtes dans la rue, il y a toujours cette odeur, quoi. Vous comprenez pas ce qui se passe. Donc vous allez voir un psy, et puis voilà, je comprends pas, il se passe un truc, j'ai cette odeur, et alors très rapidement, le psy, il fait l'hypothèse que, donc et puis il vous fait parler. Il vous fait parler, de ce que vous de ce qui s'est passé et puis vous dites: «Bah voilà, j'ai eu un trauma, machin, je me suis fait renverser par une voiture et tout». Et en fait, le psy va vous permettre, en tout cas va vous faire réfléchir sur le fait que, au moment où il y a eu cet impact avec la voiture, vous avez ressenti quelque chose de très fort, très, très fort, de la terreur. La terreur, c'est ça qui est traumatique, hein. C'est quelque chose, une perte de contrôle de vous-même absolument, sidérante et inélaborable. Ce sentiment, cet affect, a été associé à une image, votre corps percutant la voiture. Mais il se trouve que la voiture, elle vous a vu, mais qu'elle a freiné très fort et très vite, faisant crisser les pneus contre le goudron et donnant cette odeur un peu de fumée, vous voyez? Un peu de brûlé. Sauf que vous, tout ça, c'est trop pour vous. C'est trop pour vous parce que c'est inélaborable. C'est inélaborable ces ressentis qui sont venus vous effracter. Donc en fait, votre appareil psychique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Il a séparé ce ressenti de terreur, ce que vous avez ressenti à ce moment-là et l'image associée, le fait de votre corps qui se fait percuter avec l'ensemble des éléments sensoriels associés, là en l'occurrence cette odeur de fumée, d'accord? Pourtant, donc, les représentations, la perception, elle est rejetée, mise à l'extérieur, OK? Vos ressentis pourtant, ils sont là, vos affects, vous les avez, mais comme ils sont inélaborables, comme c'est inédit, comme c'est de la terreur, comme vous avez perdu en fait, ce qui fait trauma, quand on est traumatisé, ce qui fait que c'est trauma, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a une perte de contrôle qui est inélaborable. C'est ça qui est traumatique et le trauma est toujours corporel. Il y a toujours une base corporelle du trauma. Donc du coup, votre corps, à un moment donné, perd le contrôle
et tous les affects que vous avez ressentis à ce moment-là, vous n'arrivez pas à en mettre du sens. Donc du coup, ils vont rester un peu en stase quoi à l'intérieur de vous. Enfin, ils vont pas être évacués quoi, ils vont pas être traités. La construction hallucinatoire, donc c'est-à-dire le retour là de cette fameuse perception, elle va revenir et en fait, ça va vous permettre de pouvoir, d'une certaine manière, tempérer, composer avec ces éléments, affectifs qui sont en stase et que vous n'arrivez pas à traiter et qui sont bloqués à l'intérieur de vous. Et en fait, tout le travail psychothérapeutique à ce moment-là, mais alors pour l'occurrence, comme vous êtes pas schizophrène et que, bon, ben, là, c'est quand même assez simple, le plus simple, ce sera l'hypnose comme traitement. Mais, du coup, de permettre une réarticulation entre ce qu'on appelle la représentation de choses et la représentation de mots, c'est-à-dire entre l'affect et la représentation elle-même, pour vous permettre de reconstruire une représentation complète de cet environnement et de l'accepter et de la reconnaître comme faisant partie de votre existence, sans que cela soit effractant et sans que cela revienne vous attaquer de l'intérieur. Donc du coup, pour répondre à votre question, sur l'hallucination et les mécanismes en jeu, voilà, ça c'est les mécanismes de déni et de rejet. Alors en fait, du coup, je vous en ai donné une perspective psychothérapeutique pour vous dire concrètement après qu'est-ce qu'on en fait. Mais après, il y a d'autres mécanismes en jeu, notamment dans le délire, que sont le clivage, l'identification projective pathologique, l'idéalisation narcissique. Voilà, vous avez une kyrielle, de mécanismes de défense, enfin de mécanismes qui sous-tendent l'organisation de ces formations délirantes et à partir desquels on va pouvoir commencer à travailler avec le patient. Et dont la plupart du temps, le clinicien y a accès à partir de ses ressentis contre-transférentiels, c'est-à-dire ce qu'il ressent lui dans la rencontre clinique avec enfin en tout cas les en dans une approche anglo-saxonne, nous c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que le patient me fait éprouver? Qu'est-ce qui vient mettre en dépôt à l'intérieur de moi? Où est-ce qu'il me met? Et comment je l'éprouve? Et comment ça me permet de faire des hypothèses sur ce qui se passe chez lui, à l'intérieur de lui. Comment il organise son environnement, comment il organise son délire pour pouvoir travailler avec lui.